Féministe. Je résume l'affaire. Le sujet de l'émission était la liberté d'expression et d'opinion en France. Les invités ont abordé les différentes affaires de viol relatées dans les médias dernièrement. Et c'est là que les échanges se sont tendus. Alain Finkielkraut a critiqué la notion de culture du viol dans notre société et a dénoncé le politiquement correct. Il a conclu son propos comme suit. Monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays. Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Alors, ça, c'est la séquence qui circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Mais voici le contexte en plus. Jean-Marie Bigard, Tex ou Cyril Hanouna ne peuvent pas ignorer que quand ils tiennent ce genre de propos, ils banalisent de fait les violences. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. Non, mais je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays. Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. Mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré, c'est pas drôle. Eugénie Bastier, il a dérapé, Alain Finkielkraut? Il n'a pas dérapé, il s'est énervé, il a raisonné par l'absurde en faisant de l'ironie. Ça peut être déplacé. Il n'est peut-être pas à son meilleur dans ce genre de débat télévisé sur LCI où, en effet, il perd un peu son calme. Mais il y a de quoi perdre son calme devant Caroline Dehaas, et je le comprends. Et je pense que c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a, d'une part, ce que prouve cette émission, c'est que la culture du débat, en effet, en France, est compliquée. C'est-à-dire que c'est devenu au point que, voilà, on prend toutes les choses de manière littérale. C'est-à-dire que le second degré, l'humour, est pris avec... Alors, on ne sait pas si c'est de la mauvaise foi, si elle pense véritablement qu'il a appelé au viol, auquel cas, bon, ou si elle pense réellement qu'il a appelé au viol, on sait pas. On oscille entre la bêtise et la mauvaise foi. Dans les deux cas, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et après, sur le fond, en effet, il y a cette notion de culture du viol qu'emploient les féministes pour finalement criminaliser tout discours contraire et critique du féminisme radical est problématique. On peut très bien critiquer le continuum qu'on fait entre la galanterie et le viol sans s'adonner à la culture du viol et participer à la culture du viol. Et on peut très bien faire des blagues parce que les blagues, l'humour, depuis toujours, un humour un peu noir, d'ailleurs ce qu'on appelle l'humour noir, c'est de rigoler sur des choses qui ne sont pas drôles. Parce que si on rigole que sur des choses qui sont drôles, eh ben, c'est pas très drôle en fait. Et donc, oui, effectivement. Et quand Blanche Gardin fait ces sketchs où elle rigole en effet de ces situations de sexisme, machin, c'est drôle parce que justement, c'est des sujets graves. Et c'est ça l'humour noir. Et en fait, de criminaliser toute forme d'humour, toute forme de discours critique ou de distancier, c'est vraiment un étouffement à la liberté d'expression. Discutons argument contre argument. Et la notion de culture du viol mérite d'être critiquée. Et ce que je reproche à ces féministes, c'est-à-dire qu'elles annihilent toute possibilité de critique, puisqu'elles intègrent la critique à leur propre idéologie. C'est-à-dire que si vous les critiquez, c'est que vous-même vous êtes dans la culture du viol. Si vous critiquez la culture du viol, c'est que vous faites l'apologie de la culture du viol. Donc aucun débat n'est possible. Ce que Karl Popper appelait l'idéologie, c'est-à-dire quand on ne peut pas falsifier les arguments, c'est qu'on est dans l'idéologie et il n'y a pas de débat possible. Ça en était la preuve hier. Vous êtes d'accord, Paolo Lévy? Je vous vois hocher la tête. Non, je suis totalement d'accord avec Eugénie Bastier. Je hochais la tête en regardant la réaction de Catherine Dehaas, qui est Caroline Dehaas, parce que franchement, dans le pays de la liberté d'expression, le pays qui a vu des millions de gens défiler dans les rues après l'attentat contre Charlie Hebdo, où on défend justement ce sel de la démocratie qui est le sarcasme, l'ironie, le deuxième degré. J'ai l'impression, et je m'inquiète, que la France soit en train de perdre un de ses atouts les plus fondamentaux et ceux qui nous ont toujours séduits partout en Europe, c'est-à-dire cette capacité aussi de rire. Aujourd'hui, tout est dit de façon trop martial, solennel. Il y a un débat vraiment très, très tendu. Il faudrait vraiment récupérer un petit peu d'ironie et d'apaisement. Et de légèreté. Et de légèreté et d'ironie. On dit non, il ne faut pas être léger, c'est trop grave. Non, mais un peu de légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas au sérieux qu'il ne faut pas faire des politiques publiques sérieuses sur ces sujets. Mais ces militantes-là veulent bannir toute légèreté de l'espace public. Richard, vous êtes d'accord, un peu de légèreté? C'est des talibans, quoi. Oui, mais j'ai envie de prendre un autre point de vue. J'ai envie de partir de des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui et peut-être pas n'importe où. Moi, c'est déjà le format de ces émissions qui commence un peu à interroger parce que c'est des formats d'émissions qui ne sont pas du tout faits pour débattre, qui sont des objets en fait à fabriquer du buzz, à fabriquer du clash. Et à un moment donné, ces émissions, on voit bien qu'elles dérapent et qu'un type
de discours qui pourraient très bien passer dans d'autres émissions passent pas du tout. Là, le deuxième degré qu'invoque Alain Finkielkraut, franchement, il saute pas aux yeux foncièrement. Ce qui saute aux yeux et à l'oreille plus exactement, c'est que quand il dit ça, on a du mal à voir Alain Finkielkraut comme étant un apôtre du viol. Donc il y a un truc qui va pas. Par contre, quand il dit qu'il est au deuxième degré, la manière dont il le dit, franchement, le deuxième degré n'apparaît pas spontané. Par contre, ce qui apparaît, c'est qu'en face, il y a Caroline Dehaas qui est en mode je l'asticote, et qu'elle va provoquer quelque part le fait qu'il sorte de ses gonds à un moment donné. Mais c'est le format de cette émission, d'abord, moi, que j'ai envie d'interroger. Ensuite, c'est un débat entre Caroline Dehaas et Alain Finkielkraut, tel qu'il est organisé, parce qu'on passe de Polanski à tout, enfin c'est quand même du tout et n'importe quoi. C'est vraiment, il y a tout dedans. Et donc cette réaction-là, je la mets en regard de quoi? Je ne pense absolument pas que ce soit la pensée d'Alain Finkielkraut, donc je lui fais vraiment, je pense que c'est une phrase qui est dite au deuxième, troisième, quatrième degré, mais je pense que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et comme après les réseaux sociaux sont presque plus importants que l'émission elle-même dans ce qui va en être fait, la petite séquence qui est passée en boucle donne un sentiment qu'il était vraiment. Donc c'est vrai que moi je trouve que dans cette histoire, en fait, oui, il faudrait plus de légèreté, probablement. Oui, il faudrait de la liberté d'expression. Mais dans cette émission-là, je ne pense que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et le débat qu'on a là ne permet pas, entre Caroline Dehaas et Alain Finkielkraut, qu'Alain Finkielkraut soit au second degré. Et c'est de fait lu au premier degré par une partie. Je ne pense pas par tout le monde, par une partie. Et donc c'est ça que je dénonce dans ce format d'émission. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui interrogeaient le CSA sur cette émission. Moi, j'ai aussi envie d'interroger LCI sur ces formats-là. Est-ce que les grandes confrontations, c'est obligatoirement le grand guignol? C'est-à-dire, à un moment donné, des gens, Finkielkraut est de qualité, et qu'on met dans une émission au format où sa pensée en vient à être à ce point acculée, à utiliser des méthodes qui ne sont pas comprises. En tout cas, les internautes du Figaro sont assez partagés, puisque Brunuté nous dit on sait très bien qu'il fait du second degré, l'ironie est une figure de style tout à fait valable. Et bien sûr, il faut être vraiment borné pour le prendre au premier degré. Nicole nous dit si dans ce pays on ne peut plus faire du second degré, où va-t-on? Voilà, ils sont... Et le résultat, on posait la question sur Twitter, peut-on faire du deuxième degré sur la question des violences sexuelles? Et vous êtes 57% à nous dire que oui. Vous me formulez ainsi. C'est un peu ambigu. Vous parliez d'actualité, justement, Richard Bouygues, c'est la question, je voulais en venir à Roman Polanski. Est-ce que là où on ne va pas trop loin, c'est justement un petit peu après quand Alain Finkielkraut défend Polanski? Non, mais justement, moi je suis en désaccord avec la position d'Alain Finkielkraut. Alors que c'est deux sujets distincts. Voilà, je suis en désaccord avec la position d'Alain Finkielkraut sur Roman Polanski. Mais il faut bien voir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une association féministe qui s'appelle Nous Toutes, qui a découpé les 7 secondes d'Alain Finkielkraut en train de faire de l'ironie, et qui est en train de faire une pétition pour qu'il soit licencié de France Culture. Donc, soit elles n'ont pas compris que c'était de l'ironie et elles sont profondément stupides, soit, deuxième option, elles manipulent sciemment ce qui est évidemment de l'ironie pour faire licencier Alain Finkielkraut. Et là, c'est extrêmement inquiétant. Je pense qu'elles n'ont jamais entendu son émission Réplique une seule fois dans leur vie. Je pense que c'est sans doute au-delà de leur intelligence. Le problème, c'est que... Non, mais honnêtement, vraiment, c'est extrêmement grave. Je ne dis pas ça pour fouetter Eugénie Bastier, mais elles auraient peut-être pu écouter le débat sur le féminisme entre Eugénie Bastier et Manon Garcia, organisé par Alain Finkielkraut dans Réplique, mais qui est à des lieux au-dessus de ce qu'elle pratique comme forme de militantisme. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, les bien-pensants, les offusqués perpétuels, les donneurs de leçons, c'était les gens de droite, un peu catholiques, etc. Et aujourd'hui, les curés sont de gauche. On a vraiment des curés de gauche. C'est des gens, ils sont dans une espèce de pudibonderie progressiste insupportable. Leur principale occupation, c'est compter le nombre de femmes et de minorités sur les photos pour montrer qu'il y a un problème. C'est vraiment, c'est vraiment insupportable. Surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est que oui, on peut dire que Polanski, enfin ne pas être d'accord avec Finkielkraut sur Polanski, c'est mon cas. Moi, je pense que Polanski devrait être jugé et qu'il ne devrait pas être protégé. C'est autre chose de dire est-ce qu'on doit regarder ses films ou pas. Mais la question aujourd'hui, c'est même pas de juger Polanski, mais de juger les personnes qui défendent Polanski. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, non seulement Polanski n'aurait pas le droit de faire de film, mais on devrait priver d'antenne les gens qui défendent Polanski. Ouais, et ça, c'est vrai. Priver les spectateurs. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est délirant. C'est-à-dire que cette espèce de culture du viol, c'est de dire que finalement c'est un espèce d'halo de violence symbolique qui vont de la défense de Polanski à la défense de la galanterie, au sexisme, etc. Et du coup, de polisser les paroles comme on polisse les actes. Et là, je crois qu'il y a un glissement qui est très dangereux pour le débat public et la démocratie. Et cette confusion systématique entre violence symbolique et violence physique qui est entretenue par une certaine extrême gauche, elle m'apparaît très problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle conduit à relativiser la véritable violence, la violence symbolique, la violence physique, le viol.
viols, les agressions sexuelles, qui sont des violences réelles, qui ne sont pas des violences de langage. Et il faut garder le maximum de liberté possible dans le langage. Et cette idée de dire que le langage tue, les gens qui vont écouter Finkielkraut, qui défend Polanski, eh bien, ça va pousser des gens à aller violer les femmes, c'est entièrement faux. Et en tenant ce genre de raisonnement, on aboutit à une régression de la liberté d'expression. Et je trouve ça inquiétant. Mais ce qui est intéressant, Vous c'est dites que c'est qu'il un n'y a peu pas du religieux. tout culture du viol. Je pense que la culture du viol, je pense qu'il y a une barbarie du viol. Le viol intervient justement quand il n'y a plus de culture, quand il y a une acculturation, une déculturation, une sauvagerie. Le viol est une sauvagerie. Les chansons de rap, la pornographie, tout ça. Oui, ben moi, j'appelle pas ça de la culture, la pornographie et le rap, en fait. Enfin, un certain rap, en tout cas, très vulgaire. Il y a une sous-culture du viol. Voilà, il y a une sous-culture du viol peut-être, mais il n'y a pas de culture du viol. La culture, justement, c'est ce qui nous fait sortir de l'état de barbarie, de sauvagerie et des pulsions. Donc, et cette notion de culture du viol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société dans son entier, c'est comme le racisme d'État, la société dans son entier pousserait, inculquerait les jeunes garçons et les jeunes hommes à se conduire mal avec les femmes. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est au contraire quand il n'y a pas d'éducation, pas de culture, qu'on bascule dans la barbarie. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette notion et elle doit être discutée et critiquée. Richard Bouygues, vous partagez cette analyse? Non, mais là-dessus, je ne suis pas du tout en désaccord, mais encore une fois, moi, si je reviens sur la partie là qu'on évoque, puisqu'on est passé de... Vous voyez, même nous, en fait, dans notre format, on zappe un peu, on passe des propos, est-ce qu'on peut faire du second degré à Polanski, est-ce que, oui, non, son film, pas son film, mais c'est un autre sujet, les spectateurs, pas les spectateurs. Non, mais ça veut dire quand même que non, mais ça veut dire que le format, en fait, nous pose quand même aussi un sujet, c'est-à-dire qu'on glisse, et on glisse un peu trop facilement sur à la fois les mots, les éléments. Et moi, je pense en plus que dans la séquence, il faut regarder les deux protagonistes et qu'on a regardé un des protagonistes plus fortement. Mais je pense que c'est le débat qui se crée, qui est un non-débat, qui est tout sauf du débat, qui est un espèce de moment de clash qui va arriver entre Caroline de Haas et d'un côté, et puis Alain Finkielkraut, et qu'il est à un moment donné, il en arrive à dire cette phrase qui est effectivement sortie de son contexte, parce que c'est comme ça que beaucoup l'ont lu. C'est ces petites secondes sur Twitter, mais c'est aussi parfois le résumé qu'on a eu simplement dans des dépêches, effectivement, qui peut interroger et alors recontextualiser. C'est toujours quelque chose qui est compliqué. Mais c'est interroge de la part du journaliste qui relate ça sans dire que c'est de l'ironie. D'accord. On peut trouver ça de mauvais goût, il n'y a pas de problème. Et puis l'ironie qui ne saute pas aux yeux, donc il faut quand même... Ouais. Sur le Figaro.fr, Philippe est d'accord avec vous, Adrien, puisqu'il dit l'ennui avec le second degré, c'est qu'il faut un minimum de culture. Et Nicolas qui nous dit, à force de se brider, bientôt l'ironie disparaîtra aussi. Voilà, vous étiez tous relativement d'accord sur le sujet. On passe du coup à notre troisième thème ce soir. Faut-il subventionner des associations qui dénoncent un racisme d'État? On se pose la question au moment où la ville de Paris s'apprête à renouveler ses subventions à plusieurs d'entre elles, entre autres l'ACORT, l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie. Alors quand on va sur leur site, on peut lire des tribunes qui commencent comme ça. Alors c'est en écriture inclusive. Nous, migrants, chassés, torturés, traumatisés, persécutés par l'État et le système des frontières, nous, habitants des quartiers populaires, harcelés, humiliés au quotidien par les forces de police et ciblés par le racisme d'État, etc. etc. Richard Bouygues, est-ce que c'est normal de distribuer des subventions à des associations qui tiennent ce genre de discours? Alors, je ne vais pas être très cool sur ce sujet parce que la manière dont il est abordé me pose un peu de problème. D'abord, ce n'est pas la ville de Paris qui va s'apprêter uniquement. Sachez que la ville de Paris est celle qui accorde probablement le moins, et que notamment sur l'autre exemple qui est la FASTIC, vous avez dans l'article, sachez qu'il y a 200 000 euros qui viennent de l'État, il y avait 3 000 euros de la ville de Paris. J'aimerais bien qu'on remette les éléments en place. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est aujourd'hui davantage. Bon, sur la FASTIC, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un petit peu l'histoire qui n'est pas racontée dans l'article. En fait, en novembre 2018, il y a eu une interpellation de M. Licia concernant cette association. Une fois que cette interpellation a été faite, la ville de Paris a retiré du système des délibérations la délibération qui visait sa subvention. La retirer, ça veut dire qu'elle n'a pas été mise dans le débat et elle n'a donc pas été adoptée. Entre-temps, qu'est-ce qui a été fait? La ville de Paris a reçu les responsables de la FASTI qui répondaient à 2 interpellations, dont une de la LICRA. Attendez, je vais jusqu'au bout parce que c'est hyper important. Vous avez parfaitement raison. Redites-nous juste la FASTI. C'est la Fédération des associations, alors des travailleurs... De solidarité avec tous les immigrés. Qui est un peu similaire à celle-là. Exactement. Qu'on sache quand même de quoi. Donc, je reprends. Novembre 2018, interpellation notamment de M. Licia sur cette association. La ville de Paris retire la délibération du système des délibérations et la subvention donc n'est pas accordée puisqu'il y a
un système d'entretien, d'enquête un petit peu interne qui est mis en place. Ça répond aussi à la LICRA qui, à un moment donné, avait fait un signalement. Que fait la ville de Paris? Elle rencontre les responsables de la FASTI, elle rencontre les responsables de la LICRA. Et elle diligente ce qu'on peut appeler une petite enquête interne pour voir qui était cette association. Elle rencontre les responsables pour se mettre d'accord avec ce qu'il y a à la fois dans l'association, qui est une fédération, et avec les actions qui sont conduites au niveau de la ville de Paris, qui visent notamment à aider des couturiers qui sont installés à la Goutte d'Or, subvention 3 000 €. Là-dessus, ce que fait la ville de Paris, c'est qu'elle adresse en janvier 2019 un courrier au Premier ministre. Pourquoi? Parce que Benjamin Griveaux s'était ému de cette subvention à cette association. Elle demande donc au Premier ministre quelle est la position de l'État. La ville de Paris réitérera en octobre 2019 le même courrier à l'État qui n'a toujours pas répondu. La ville de Paris voit qu'elle n'est pas le premier financeur, elle est le tout petit financeur. Le barreau de Paris finance cette association. La CAF finance cette association de manière plus importante encore et la Banque de France finance cette association. Ce que je veux dire, c'est que si les autres opérateurs avaient fait les mêmes démarches que la ville de Paris, ça se saurait. Qu'a fait la ville de Paris? Elle s'est assurée que ça convenait, entre guillemets, que les parties qui concernaient la FASTI étaient à la fois complexes parce qu'une fédération, certains s'exprimaient au nom de la fédération sans avoir le droit de le faire, les représentants de la fédération étaient clairs par rapport au fait qu'il y avait certes une liberté d'expression pour la FASTI, mais que celle-ci devait être en cohérence avec l'ordre public et avec l'ordre républicain, avec les lois en vigueur. Quand ça a été fait, la subvention a effectivement été passée et il a même été demandé si l'État reconduisait. L'État reconduit, sachant que certaines subventions de la ville sont aussi conditionnées par le fait que l'État finance d'abord et que la ville finance après. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que tel que c'est présenté, c'est pas la ville de Paris qui a aujourd'hui un problème avec la FASTI, c'est l'État qui n'a toujours pas répondu au courrier s'agissant de sa propre position. Concernant la Corte, c'est une association qui est nouvelle. C'est une subvention qui est nouvelle. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de subventions qui étaient dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais c'est pour vous dire que le sujet n'est pas exactement que celui de la ville de Paris, qui a fait, je crois, les démarches nécessaires pour regarder comment se positionner. Effectivement, on aura un sujet, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez montré comme élément concernant la Corte fait qu'il y aura probablement une saisine de la ville de Paris. M. Licia va probablement le faire. On retirera, en l'occurrence, la délibération. Et comme pour le FASTI, on fera les démarches en interne et on demandera aussi à l'État où ça en est. Eugénie Bastier, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dérange? Au-delà du cas précis de la mairie de Paris, je pense qu'il y a un véritable problème aujourd'hui d'associations qui, en effet, vivent de subsides publics tout en critiquant le racisme d'État, en affirmant que l'État français est structurellement raciste. Il y a ces associations qui sont citées dans ce papier, mais je pense aussi à Ouya Boutejla, la présidente du Parti des indigènes de la République, qui est salariée de l'Institut du monde arabe depuis 2001, Institut du monde arabe qui a été cofondé par la République française et des pays arabes, et qui donc reçoit aussi des subsides publics plus ou moins directement. Donc voilà, et Ouya Boutejla crache sur le philosémitisme d'État, sur le racisme d'État, et en même temps est salarié d'une fondation subventionnée par l'État. Et je pense que ça pose véritablement problème. À un moment, il faut choisir, être cohérent. S'il y a un racisme d'État, ne soyez pas subventionné par l'État. Et par ailleurs, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est la progression de cette notion de racisme d'État dans ces associations antiracistes qui autrefois se battaient pour lutter contre le racisme de façon universelle, en critiquant les comportements racistes qui pouvaient arriver à tout à chacun, et qui maintenant mettent en question l'État, comme si en France il y avait des lois racistes. Je veux dire, excusez-moi, mais depuis 40 ans en France, il y a toute une série de lois antiracistes, mais je n'ai pas vu une seule loi raciste. Et le seul exemple qu'il donne d'ailleurs, et c'est donné dans l'article, c'est la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Comme si cette loi était une loi raciste. Je rappelle qu'elle. C'est liberticide même leur mot. Oui, liberticide. Et surtout, mais raciste, comme si cette loi a été faite justement pour viser tous les signes religieux et non pas seulement le voile islamique. Et ça, c'est vraiment problématique parce que je pense que ce discours porte énormément, notamment chez les populations jeunes de banlieue ou issues de l'immigration,